Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de E-Télé et sur nos plateformes digitales. Bienvenue à votre tribune, le décryptage de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes expert en gouvernance, consultant médias et communication. Avant de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble ce soir, nous allons évoquer donc nos différents plateaux, à commencer par l'entretien où François-Xavier Noumon recevait donc ce dimanche Pascal Zantou. Il est membre donc de l'Union du parti Union progressiste, Agapit Napoléon Maforican. Justement, on s'interroge sur l'après-conférence de l'Union, puisque nous l'avons évoqué plusieurs fois sur nos plateaux, les conférences de l'Union, initiative du parti l'Union progressiste, mais l'après. Un nouveau bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent sur les autres plateformes. Disons que l'entretien, c'était beaucoup plus une belle communication pour l'Union progressiste, puisque en réalité, c'est de revenir un peu sur les rencontres thématiques qui ont meublé le 61e anniversaire donc de notre accession à la souveraineté nationale. Mais là, c'est à l'actif du parti. C'est à l'actif du parti parce que c'est le seul parti qui a entrepris, c'est le seul parti qui a compris, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'alors. Je ne parle pas du Parti communiste du Bénin qui a l'habitude d'évoquer quelques grands sujets de la quelles que soient ses orientations, mais qui est quand même assez suffisamment présent sur le forum de la citoyenneté, de la formation à l'éducation civique et politique. L'Union progressiste, qui se veut parti social-démocrate, l'a dit Pascal Zantou, ou bien l'a rappelé Pascal Zantou, est également un parti à montrer qu'il est un parti sorti des sentiers battus. Et c'est ce qu'on a pu comprendre. Rien de nouveau dans l'entretien qu'on n'a pas déjà appris avant, lors de la conférence. Donc l'après-conférence, on peut retenir tout simplement que le parti va éditer les actes, que le parti va continuer un peu sur la lancée, donc des grandes rencontres, donc de la formation citoyenne, donc de la formation disons des militants, donc des formateurs et des formés, et puis ça va s'achever. Bref, on a eu droit à la communication pour l'UP. Voilà. Tout simplement. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, dans le plateau également, il y était question des audiences à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Justement, nous avons eu cette audience où la remise en liberté provisoire de Joël Aïvo a été donc rejetée. Également par, justement, le juge des libertés et de la détention aussi. Oui, écoutez, sans rentrer dans les polémiques des uns et des autres, comme vous le savez bien, j'ai dit, moi je spécule pas, et c'est pas le rôle d'un consultant, d'un analyste. Bon, l'analyste est un peu au-delà, mais quand vous rentrez dans certaines analyses, vous pouvez lucubrer et peut-être outrepasser le champ de votre champ donc de dissertation. Alors, il me semble que la justice, comme je l'ai toujours dit, la justice à son contenu. La justice a ses règles, la justice a ses procédures. Ce qui est intéressant, lorsque vous écoutez un avocat comme Maître Robert Dossou, à la fin, il a constaté simplement. Il a constaté que, bon, l'affaire, on a dit que l'affaire relève donc du pénal, donc du criminel, et donc on le renvoie. Tout simplement. Ça veut dire quoi? C'est un praticien du droit, c'est un praticien de ces milieux, c'est avocat de très vieille date, donc doyen, depuis, je ne sais pas, des lustres, il connaît comment ça fonctionne. C'est président de la Cour constitutionnelle. Il connaît comment ça fonctionne, il sait comment ça fonctionne. Donc c'est pour vous dire que là également, moi, vous savez, les médias, non pas les médias, dans ce genre de choses, chacun va dans le sens qu'il arrange. De ce qu'il arrange. On n'est plus dans la rationalité donc, de la pensée, mais il faudrait savoir raison garder, comme je le dis toujours, à l'actif des mises en cause, ou bien à l'actif, ou au passif donc de ces concitoyens qui sont aujourd'hui en détention. Il n'appartient à personne de se substituer à une institution qui est chargée d'une fonction. Donc dès lors, notre justice va évoluer. Il y aura une suite, il y aura une fin et il y aura une après. Donc la vie se poursuit ainsi.
Bon, de toute façon, les différentes parties se retrouvent dans une posture de confrontation des faits, justement. Oui, mais c'est ça le procès, le procès contradictoire. C'est ça. Donc, chacun va dire ce qu'il a comme argumentaire. Et encore que le dossier retourné à l'instruction, ça permet à la partie défendante, donc à la défense, donc de rentrer pleinement. Voilà, de rentrer pleinement et donc d'utiliser ces arguments. Je pense que pour le droit, c'est quand même intéressant. Voilà, donc il y a plein de dossiers qu'on renvoie et je ne sais pas pourquoi on va s'appesantir sur celui-là seul. Quoique le citoyen en question soit très connu et proche de nous tous, amis, frères, de saber. Nous sommes tous libres, on est égaux devant la loi et on devrait faire un peu d'effort à le rappeler. Ensuite, n'oublions pas, regardez dans l'affaire des 39 hectares. Bon, ça a évolué, ça évolue. Donc, on est au délibéré, on attend la suite. Et pour ceux qui ont suivi quand même le procès, on ne peut pas dire que le droit n'a pas été dit là. Tout ça a été dit. Après, ça dépend de la partie de chacun. Il se fait qu'il y a un débat de fond que moi je n'ouvrirai pas tant que le dossier n'aurait pas été vidé. Mais il y a quand même un gros débat de fond qui mérite d'être ouvert parce que, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Là, pas sur la procédure judiciaire, non, pas du tout, mais sur le fond du dossier lui-même. Voilà. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, on va maintenant parler de ce qui nous rassemble. Il s'agit, on va rester collé à la célébration donc, du 61e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Souvent, on n'évoque pas les médias. Agapit Napoléon Maforican, les médias, justement, c'est une composante importante. Et d'ailleurs, les médias, comme on le dit très souvent, constituent le quatrième pouvoir. Pourquoi ça tarde à être effectif, justement, Agapit Napoléon Maforican? Ça tarde à être effectif parce que lorsqu'on parle de pouvoir, ce n'est pas un pouvoir institué directement. Ce n'est pas comme on applique, disons, de manière, comment on dit, c'est-à-dire que les institutions ou la loi a prévu... Donc, quand on parle de quatrième pouvoir, disons que ce n'est pas un pouvoir institué, tout simplement parce que dans l'ordre de Montesquieu, il n'existait pas le pouvoir des médias, il y avait trois. Il y avait le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir des médias n'existait pas trop. Mais après, beaucoup ont compris quand même que cette organisation, cette profession impactait la société. Et lorsque Honoré de Balzac, il a évoqué l'expression les médias sont le quatrième pouvoir. En France, les médias sont le quatrième pouvoir, se donnent le droit donc de critiquer les autres, hein, de dire, de commenter, de donner leur avis sur le fonctionnement des autres organisations, mais ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils ne supportent pas plutôt que ça se passe. Donc je ne le cite pas, je paraphrase. Alors, donc dès lors, il y a eu plusieurs courants, hein, mais en Grande-Bretagne, il y a eu tous ceux qui estiment que les médias sont effectivement un quatrième pouvoir. La question de savoir, oui, ils le sont. Ils le sont, d'autant qu'aujourd'hui, on parle même du cinquième pouvoir en parlant de l'opinion publique. Et avec le web 2.0, les androïdes, donc l'image, le son, l'écrit mélangé, chacun porte en lui l'organe des médias. Et il produit son information quand il veut, où il veut, comment il veut. Et il le diffuse quand il veut, où il veut, comment il veut. Et il s'appelle journaliste citoyen. Et voilà, ou proactif, ou voilà. En tout cas, donc, tout le monde devient producteur et diffuseur de l'information. Donc, cinquième pouvoir aujourd'hui. C'est dire que oui, on peut instituer les pouvoirs comme on veut. Hein, il n'y a que la Constitution édite les pouvoirs de manière régulière. Et la Constitution de 11 décembre 90 l'a édité quand même en l'article 24. Après avoir parlé de l'opinion, donc de la liberté d'expression, donc du citoyen en général, a quand même parlé de la liberté de presse qui existe et qui est garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, dire que au Bénin, oui, les médias sont un corps protégé par la Constitution. Un pouvoir, c'est trop dit, mais un corps protégé par la Constitution. Et que de manière générale, les médias sont bel et bien un pouvoir parce qu'ils ont une force de puissance. Ils ont une puissance. Ils peuvent faire et défaire, c'est vrai.
Mais leur pouvoir est atténué aujourd'hui par le pouvoir citoyen, par le cinquième pouvoir. Par l'opinion publique. Par l'opinion publique. Par l'opinion publique. Mais avant l'opinion publique, leur pouvoir était déjà atténué par le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de leur politique. Ils n'avaient pas les moyens de leur politique. Comme je le dis dans certains amphis, ils sont un pouvoir, mais un pouvoir édenté. Ils sont un pouvoir faible. Ils peuvent faire, mais on peut les instrumentaliser. Ils sont à la fois instruments du jeu, comme jeu de l'instrument. Ils sont au milieu des deux. Les médias, une société sans médias sera terne. Une société avec médias peut être orientée à gauche, à droite, selon le bon vouloir d'autres puissances derrière. Et c'est ça qui fait que les médias, à la fois pouvoir, peuvent être également instruments. Voilà. Agapit Napoléon Bafolkan, est-ce que cette atténuation du pouvoir des médias au Bénin, est-ce que c'est du fait des acteurs d'abord? C'est ce que je vous dis. Lorsque vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous ne pouvez que faire la politique des moyens qui sont à vous. Quelle que soit votre liberté, quelle que soit votre disponibilité à agir. Vous savez, les médias ont parcouru des moments, même au Dahomey. Quand vous prenez, depuis la proclamation de la République du Dahomey, on a connu divers types de médias. Oui, ils avaient les moyens de leur politique, eux. Parce qu'on a vu les premiers journaux qui affrontaient, avec les Louis Roncarin, qui affrontaient l'ordre constitutionnel. D'abord, les tout premiers, c'était pour accepter le colon et essayer donc de faire son apologie. Mais après, il y en a qui ont combattu. Sont arrivés. Et après, il y en a qui ont aidé les partis politiques, qui étaient au sol des partis politiques, parce qu'ils voulaient de l'indépendance. Et puis après, il y en a il fallait asseoir le nouveau pouvoir qui est créé. Donc, à chaque étape de l'évolution, les médias suivent le mouvement. Ils sont les chiens de garde de l'ordre établi. Ils sont là et ils essayent donc ils rentrent dans le jeu institutionnel. Et donc, ils s'adaptent en fait au contexte. Ils accompagnent. Les médias ne vivent pas en dehors de la société. Ils ne créent pas leur société à part. Ils sont comme je dis, ils sont un élément important du jeu. Mais après, ils deviennent des éléments de l'enjeu. Et eux-mêmes deviennent enjeux. Et donc, parfois, ça joue et ça déjoue selon peut-être la force des puissances en place. Mais pour rester de manière formelle sur leur rôle, les médias ne peuvent qu'être ces chiens de garde de l'ordre établi. Parce que, quand ils sont en 1932 ou en 1997 ou en 2005, il est évident que ceux qui ont parlé des chiens de garde ne peuvent pas aller, ils ont constaté l'évidence. Vous avez beau vouloir ne pas être chien de garde, vous allez être quoi? Vous n'avez pas inventé votre société. L'ordre établi, c'est l'ordre dans lequel vous évoluez. Il est évident que vous ne pouvez pas créer un nouvel ordre. Ce n'est pas votre rôle en tant que média. Mais en tant que média, vous pouvez aller au-delà de l'ordre. Vous pouvez aider à mieux connaître l'ordre, les limites de l'ordre. Vous pouvez, donc, au regard de simples chiens de garde, gardiens, répétiteurs, commentateurs de l'ordre, vous pouvez analyser l'ordre. Donc, vous pouvez remonter le débat. Et c'est là que vous portez le niveau plus haut. Est-ce que ce n'est pas, théoriquement, ce n'est pas facile de le dire que de le pratiquer? Oui et non. Oui et non, parce que en 72, d'abord de 60 à 72, les médias constataient les coups d'État. Point. Ils constataient les coups d'État. Point. Ils n'avaient pas. Puis c'était des organes, c'était Dao Express, d'abord c'était France Dahomey, et après c'est devenu Dao Express après l'indépendance. Et donc, seulement quand l'État change, ils constataient le coup d'État. Donc ils se contentaient de relayer. Ils étaient les chiens de garde de l'ordre établi. Et puis, après 72, ceux qui sont arrivés avec la révolution. Donc, le Ewouzou, qui entre-temps, la Dao Express est devenu Ewouzou, donc la révolution. Et la radio nationale, entre-temps, la télévision nationale qui a créé, sont devenus la voix de la révolution. Naturellement. La voix de la révolution. Alors, fil de radio diffusée de télévision du Bénin. Et donc l'intitulé
en un la évocateur. voix de la révolution. Et le journal Ewouzou, organe du militantisme révolutionnaire. Mais c'est ce qui est normal par ailleurs, puisqu'ils sont censés porter l'information. Or, d'où vient cette information? Des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Il faut s'en méfier. On nous a appelé non, quand même. Non, a priori non. Maintenant, avec la société d'opposition, dans un régime des partis uniques qu'on avait à l'époque, avec des peuples d'analphabètes qui y avaient, les médias même formés, même si vous n'êtes pas formé en Bulgarie, en Union soviétique ou en Chine, et vous étiez formé en Allemagne démocratique, aux États-Unis ou en France, vous devriez vous adapter à votre environnement. Il n'y a pas deux médias, mais il n'y a pas deux environnements. Il n'y a pas qu'un seul environnement mondial. Et les médias ne peuvent pas vivre en dehors de leur environnement. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les médias ne peuvent pas relayer que le coronavirus soit une invention. Ils peuvent donner la parole à ceux qui le disent et en même temps équilibrer. Mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent qu'être. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que les vaccins sont une mauvaise réponse. Les médias ne peuvent jamais. Ils ne peuvent pas. Donc, si demain, encore toute la littérature ou bien les assertions mondiales entrent dans un cadre, les médias ne peuvent que suivre. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, la question de la chloroquine pour le traitement de coronavirus, je ne sais pas si le débat a été clos réellement, mais est-ce que vous avez vu autre chose sur nos médias? Peut-être des acteurs différents, mais le débat est resté sur des acteurs. Les médias ne créent pas l'information. Ils ne créent pas un environnement particulier. Donc, lorsque vous êtes formé en Allemagne et vous venez au Bénin, vous êtes obligé de vous adapter à votre environnement, qui est la République populaire du Bénin, et dont les organes étaient la voix de la révolution et l'organe de militantisme révolutionnaire, et Ouzou, et l'agence béninoise de presse. Donc, quelles étaient les lignes? C'était être des organes, comment on les appelait? C'était des organes qui participaient à l'ordre révolutionnaire. Ça, ils avaient un nom. Il y avait un peu comme les syndicats. Ils devraient contribuer à enraciner la démocratie béninoise, la révolution. Oui, c'était la démocratie populaire. Voilà, à cette époque. Voilà. Donc, voilà leur rôle à eux. Si vous, médias, vous dites que vous êtes un opposant à ce rôle, ça veut dire que vous voulez jouer quel rôle? Là, vous n'êtes plus dans le contexte de passer l'information. Mais en réalité, en cette époque-là, on avait quand même trouvé certains aînés qui allaient écrire ailleurs et qui quittaient justement les organes du service public pour aller écrire ailleurs à la Napoléon Mafoiga. Certains confrères sont partis. C'est comme Jérôme Carlos, par exemple, sur les Chaka, des aînés, ils sont partis. Beaucoup plus à cause de l'ordre marxiste-léniniste. Il y en a qui ne se retrouvaient pas dedans. Et c'est ça qui est logique. Vous ne pouvez pas vous quitter. Vous ne pouvez pas vous quitter. C'est une affaire d'environnement. L'environnement de l'époque était ça là. Donc, ils ont dû partir. Hélas. Parce que c'était de belles voix, c'était de grandes voix. Aujourd'hui encore, 40 ans après, 45 ans après, vous les voyez encore beaucoup. Vous voyez Jérôme Carlos, il est un peu affaibli, mais il est quand même là. Et salut à tous ceux qui lui rendent hommage. D'ailleurs, hommage, il y a un processus en cours pour lui rendre hommage. Et c'est une icône. C'est un homme qui mérite vraiment qu'on lui rende hommage. Le doyen Jérôme Carlos. Le doyen Solé Siaka, qui est encore actif. Et qui est un visionnaire. Aujourd'hui, des médias, mais on va y revenir. Tout à fait. Mais c'est pour vous dire quoi? Oui, ils n'ont pas suivi le mouvement. Parce qu'ils ne se retrouvent pas en tant que joueurs. Ils estiment que leur rôle n'est pas ça. Donc c'est une affaire de lecture. Mais quand vous restez dans l'environnement, vous êtes obligé de faire votre environnement. C'est pour dire que les médias ne vivent pas dans un nouvel environnement, ils vivent dans leur environnement. Quand on prend aujourd'hui, on a attaqué les médias africains, de ci, de ça, mais quand vous prenez les médias occidentaux, ils font quoi d'autre?
Ils font quoi? Ils font rien d'autre que de relayer leur environnement. D'être des pouvoirs, des instruments, des outils, tout ce que vous voulez, mais de leur environnement. Pourtant, beaucoup... Ou de leur ordre politique, de leur ordre établi. De leur ordre établi. C'est ça. Pourtant, beaucoup trouvent qu'ils sont plus professionnels que... Ça dépend de ce qu'on appelle professionnel. Si vous allez appeler quelqu'un vous fait du chantage, eux ne le font pas aussi comme ça. Si vous prenez une information brute, au lieu de la confirmer, vous lancez, vous injuriez, ils ne le feront pas. Si vous allez arnaquer des gens, ils ne le font pas. Il y a plein de petites pratiques. Si vous avez des gens qui prennent, je ne sais pas combien on leur donne, et puis remplissent de 2 pages de journaux, dithyrambiques, les autres ne le font pas. Peut-être qu'ils ont pris par là, je ne sais pas. Mais ils ne le font pas. Et donc voilà ce qui est différent. Mais après, dans le fond, des prises de position, en termes de ligne éditoriale, ils sont pas si différents. Ils sont des chiens de garde de leur ordre établi. La démocratie n'est pas une. Et donc il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Quand vous regardez, moi quand je suis comme je vous l'ai dit, quand je suis les grandes chaînes, j'en ai pendant la guerre du Golfe, 91 déjà. Les informations que nous avions n'étaient pas... C'était les informations de ceux qui étaient d'accord avec la grève. Mais lorsqu'il y a eu la deuxième guerre, lorsque il y avait carrément l'affrontement mondial, d'un côté George Bush Jr., de l'autre Jacques Chirac et de Villepin, les deux médias, que ce soit CNN ou que ce soit France 24, ça ne circulait pas de la même manière. Ce n'est pas de la même manière que les rhétoriques étaient présentées. Ce n'est pas de la même manière que les faits étaient présentés. La prominence, la primauté, ce qu'on met en avant, ce n'est pas de la même manière. Parce qu'il y a une idéologie derrière une information. Il y a une idéologie qu'on appelle ligne éditoriale ou quoi. Une information est tout, sauf une arme à mettre dans les mains d'un faiblard ou d'un naïf. C'est un outil stratégique. Et en tant qu'outil stratégique, il est manipulé par des éclairés, des sachants, qu'on le dise. Donc, de manière claire, c'est pour ça que ce droit-là est spécial. Cette profession est spéciale. Et on doit le manipuler de manière, on doit donc ce droit, ou les médias, on doit le manier de manière très, très, très spéciale. Je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir. Toute autre chose relèvera de la naïveté, objectivité, créativité. Indépendance. Indépendance, non, tout ça. Vous êtes indépendant de qui? Liberté, oui. Mais indépendance, exactement non. comme l'indépendance de 60. A dit, les médias sont libres. Au Bénin, la liberté de presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Nickel. La Charte africaine des droits de l'homme, incorporée à notre texte, l'a dit. Nickel. Les pactes, les pactes sur les droits civils, politiques ou sur les droits industriels, le disent. Les pactes de 66. La Déclaration universelle des droits de l'homme le disent. On est parti à tout ça. Mais l'environnement de chacun. Parce qu'on a dit, quitte à en répondre des abus devant la loi. Vous êtes libre. Mais il faut en répondre des abus éventuels devant la loi. Qui fait la loi? Les lois ne sont pas internationales. Les lois sont nationales. C'est les traités qui sont internationaux. Et les traités se signent entre les États. Conventions entre États. Ce n'est pas entre individus. Du coup, l'ordre établi est national. Et votre liberté est nationale. Le principe est reconnu mondialement, mais l'exercice est national. Et donc, vous devez vous adapter à votre environnement. Il ne s'agit pas d'être un soutien d'un parti politique, d'un régime politique, non. Mais il ne s'agit pas de penser qu'on est un média que quand on est opposé, qu'on s'attaque. Et c'est ça l'erreur que nous commettons. Et Mathieu Kérékou l'a dit à la sortie de la conférence nationale en 90. Il dit, mais nous pensions qu'ils étaient des soutiens de la révolution. Mais évidemment, bon, ils jouaient soit au naïf, soit, excusez-moi, un gouffre, soit au naïf, soit ils faisaient de l'ironie. Parce qu'ils ne peuvent pas croire ça. C'était un régime, enfin, on le l'a imposé. Donc, bref. Mais il dit, nous croyions. Mais il a suffi simplement qu'on dise démocratie pour qu'ils ne commencent pas à aboyer comme des chiens. Parce qu'en réalité, il faut quand même rappeler que la DIP existait. Et la DIP passait quand même pour voir un peu les papiers. Il y avait un ordre établi. Je voudrais parler de l'ordre établi. Exactement. Je voudrais parler de l'ordre établi. Donc c'était ça. Si ceux qui ne se sentaient pas à l'aise
en sont partis. Sont partis. Évidemment, tout le monde n'a pas le moyen de partir. On peut comprendre ça. Donc, ils ont dû faire la politique de l'instant. Mais quand quelqu'un parle d'aboyer comme des chiens, c'était choquant. Mais il faut le comprendre. Il tombait des nues. Il croyait qu'il avait des soutiens. Il croyait que c'était la voix de la révolution. Que c'était les gens qui soutenaient la révolution. Des gens qui ont imposé cette... On les appelait les organisations de masse du parti. Les organisations de masse du parti. Et donc on estimait que l'OJRB, l'OFRB, les CRJ, donc l'OJRB c'est la Jeunesse révolutionnaire du Bénin, l'Organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, les comités révolutionnaires de garnison CRJ. Donc vous voyez, alors que l'armée est supposée neutre, mais il y avait les comités révolutionnaires de garnison. Pardon. Il y avait les syndicats, l'UNSPB, les CDR, et les médias, tu vois, les organisations de masse du parti. Voilà. Donc, accompagner le parti. Le parti étant supérieur au-dessus de l'État. Donc, c'est l'organisation de la démocratie populaire à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire l'éloge, mais il s'agit de considérer l'ordre dans ce qu'on fait. Et donc, lorsque vous quittez le parti unique, vous rentrez dans un dispositif multipartiste. Vous ne pouvez pas dire que tout ce qui s'est passé avant était négatif. C'était un ordre établi. C'était un ordre établi de l'instant. Et donc, à partir de ce moment-là, la vie au jardin d'Éden n'était plus la même lorsque les gens ont été maudits. Et ils ont dû sortir. C'est plus la même chose. Donc, vous ne pouvez pas dire, ah, mais il fait pire, il fait mieux vivre. C'est deux vies différentes. Selon les contextes différents. C'est la même chose. Donc, vous rentrez dans un ordre, vous essayez de vous adapter. Alors, quelle est la mission? Et c'est là que les médias africains doivent faire un peu d'effort. Et Robert Rouy. Lorsque vous quittez un régime d'ordre établi comme le PRPB et en même temps vous attaquez tout le monde, vous n'y êtes pas. Vous reniez. Parce que dans le nouvel ordre également, il y a une autre suprématie. La suprématie de l'argent et le pouvoir politique en place. C'est aussi une menace. Et on a connu les atermoiements de l'OATB sous les différents régimes de 90. Les attaques des DG de l'époque contre les pourfendeurs ou bien des confrères qui attaquent les DG, et lorsque le régime change, les victimes d'hier deviennent les bourreaux d'aujourd'hui, et ainsi de suite. De 90 à... il n'y a pas récent. De 90. Là, aujourd'hui, quelqu'un comme Stéphane Todomé dira qu'il est victime. Il y a quelques années, il était le bourreau. Il était présumé être bourreau. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on perçoit ça comme ça. On a eu mon confrère Sounouvou, Osias, le rédacteur en chef actuel, à sa prise de parole. On a vu une belle... on a eu des réactions après. Une histoire terrible à la fin du journal. Et puis, aujourd'hui, il est aux affaires. Il est rédacteur en chef. Est-ce que tout le monde est d'avis avec ce qu'il fait? Voilà la question. C'est ça. Et pourtant, il est dans son rôle, dans ce qu'il fait. Avant lui, il y a eu Souleymane Achanti, qui a eu, lui c'est un écrit, sur Boni Yahi. C'est pour vous dire qu'il y a eu toujours des réactions. La question est de savoir pour quelle lutte, pour quel idéal, pour quelle finalité. Et alors, quelle presse dans un État comme le nôtre, justement, qui est en train de se façonner, de se développer. Tout à fait. Agapit Napoléon Maforcan, depuis 2016, jusque-là, c'est vrai que dernièrement, on a compris justement cette vision que porte le président Patrice Talon face à la presse, et puis surtout avec la constitution, la composition donc, de ce premier gouvernement du second quinquennat, où on a constaté la suppression du ministère de la Communication. Des réactions, on en a enregistré, Agapit Napoléon Maforcan, et justement le chef de l'État qui a apporté des éclairages sur nos antennes. Agapit Napoléon Maforcan, des mois après, plus rien. On est là. On attend. Enfin, on attend qui? Ah ben, on attend l'opérationnalisation de ce qui est promis. Oui, en principe, oui. On attend que le chef de l'État décline son idée sur le changement qu'il semble opérer, qu'il souhaite opérer ou qu'il veut opérer au niveau des médias. Ça, c'est normal.
Mais ce qui ne semble pas totalement normal, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais je vais oser m'avancer, c'est le silence quasi total des acteurs, des principaux acteurs de ce message. Il y a deux grands acteurs de ce message. Je peux ajouter un troisième. Les acteurs principaux du message du chef de l'État, c'est d'abord la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est l'institutionnel. Le chef d'État explique le fait qu'il n'ait plus inclus le ministère de la Communication dans la dynamique nouvelle, qui est qu'il retrocède à la HAC ce qui devrait lui revenir comme prérogative. Il n'appartient pas au gouvernement de gérer la question de formation, de l'aide de l'État et autres, a dit le chef de l'État. Et c'est vrai, c'est ce qui est dans la loi organique. La liberté de la presse est reconnue et garantie en République de Benin. Elle est protégée par la haute autorité de la communication. On est dans la logique de ce qui est dit. Et que beaucoup n'ont pas fait. C'était une déclaration révolutionnaire, on l'a dit. Mais quand c'est fait, c'est ahurissant que 3 mois pratiquement après, il y a une sorte de léthargie totale, de silence absolu. Et j'ai dit, le premier acteur, c'est la HAC. Mais là où, au niveau de la HAC, je ne peux pas oser, je ne peux pas aller plus loin, c'est que je ne sais pas ce qui s'y fait. Peut-être que beaucoup de choses s'y font. Se font dans l'ombre. Voilà. En attendant. Du coup, donc, quand j'ai fini de parler de la HAC, je suis obligé de bémoliser, parce que je ne sais pas ce qui s'y fait. Peut-être que le président Moretti est en contact avec le chef de l'État. Peut-être que le président, et peut-être qu'il y a une équipe de travail qui est là-dessus. Peut-être qu'il y a des groupes qui travaillent. Peut-être. Donc, je ne peux pas m'inventer. Mais sinon, la première structure qui doit sauter sur l'occasion, c'est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui doit aller aux nouvelles, directement auprès du chef de l'État, mettre en place une équipe de travail et réfléchir sur comment elle peut affronter la nouvelle dynamique. Et parce que c'est une dynamique là, c'est une révolution dans le secteur. Elle va impliquer beaucoup de choses. Comment la HAC prépare ça? Elle doit être devant. Elle doit être à l'avant-garde, à mon avis. Si elle ne l'a pas commencé, il me semble que c'est l'occasion pour elle de se réveiller. Notamment... Puisque c'est le chef de l'État qui a cette vision, ces ambitions-là, Agapit Napoléon Mafourkan, est-ce que ce n'est pas au chef de l'État d'inviter ses acteurs, ses principaux, l'institutionnel, donc pour pouvoir quand même exposer clairement, parce que en réalité, il n'est pas, on va évoquer les autres acteurs, mais certains pensent que, voilà, qu'ils n'appréhendent pas vraiment ce que pense le chef de l'État, ce qu'il pense faire. Bien, moi, je ne suis pas au palais, je ne suis pas le chef de l'État, je ne suis pas dans les environs, mais je vous dis qu'on peut réfléchir en attendant que le chef de l'État sorte sa pensée. La pensée n'est jamais bloquée, la pensée est ouverte. Le président a dit ce qu'il devrait dire. Quand vous lisez quand vous écoutez ses propos, mais tout y est déjà. Chacun doit prendre ce qu'il doit prendre. En attendant que le chef donne les orientations. Mais vous prenez à votre part. On a dit, désormais la HAC va reprendre ses responsabilités en matière de formation, de l'aide de l'État, donc clairement en matière d'encadrement des médias. En clair, en matière de tutelle des médias. Quoique les médias, le journalisme n'a pas de tutelle. Pour dire les choses, il y a le service public qui doit avoir son ancrage. Mais le journal, la profession des médias n'a pas de tutelle, a une autorité de rattachement avec laquelle... Est-ce que vous, en tant que média privé, vous avez une tutelle? Non. Vous avez signé un contrat avec, donc vous êtes en contrat, en convention avec la HAC. Le télé, par exemple, est en convention avec Adéocom, avec la HAC. C'est pas sa tutelle, c'est deux partenaires, chacun avec ce qu'il doit faire. Il y a le contrat renouvelé selon une périodicité donnée, et vous avez, dans le cas de charge, chacun a son travail à faire. Si l'un outrepasse ou bien ne fait pas, si l'un ne se soumet pas aux clauses, voilà, et ne se soumet pas au texte ou bien au contenu, il peut passer dans les mailles donc, de la santé. Donc il peut y avoir des actions de l'autre côté. Donc voilà, c'est ça. En la matière, les médias privés n'ont pas de tutelle publique. Ça, c'est une... Non, alors, moi, j'ai trouvé ahurissant que c'était bien. Ah, notre tutelle a disparu. Non, il n'y a pas de tutelle. Les médias privés n'ont pas de tutelle face à... C'est des organisations privées. C'est une profession presque quasi libérale. Donc, ils n'ont pas à aller chercher une tutelle. Ils ont à s'organiser. Mais je ne voulais pas venir directement aux médias. Je parlais des acteurs, donc de la HAC, qui est l'institution de rattachement. Et donc, qui doit s'organiser
pour affronter les nouveaux défis. Ce n'est pas ce que le chef d'État va dire nécessairement. Le chef d'État est déjà généreux en donnant. Il appartient à l'institution libre, autonome de la RAC de se saisir donc, de cette dynamique. Soit, elle pourrait commencer par faire une demande d'audience pour aller écouter le chef de l'État. C'est son droit. Soit, comme je vous l'ai dit, elle peut faire des réflexions à l'interne d'abord. Et se préparer. Qui pourrait servir d'amendement. Qui pourrait servir, voilà, d'éléments d'analyse lorsqu'il il aurait écouté le chef de l'État. Donc, il y a plusieurs postures. On peut demander une étude à un ou deux personnes ressources pour dire que pourrait être la HAC tel que décidé par le chef de l'État. En le disant, c'est de ne pas aller écouter nécessairement ce que le chef d'État pense de ça et après cumuler les deux. Donc il y a plusieurs positions possibles. Je pense que la HAC étant une institution autonome, avec ses moyens, ne dépendant d'aucun pouvoir, c'est dit à l'article 6, la HAC n'est soumise à aucun pouvoir, quel qu'il soit. Donc, elle sait ce qu'elle doit faire et il ne m'appartient pas d'aller plus loin. Les deuxièmes acteurs auxquels le média, le chef de l'État s'adressait, en tout cas que les ambitions énoncées, non. Donc que le chef de l'État est intervenu, les deuxièmes acteurs qui devaient intervenir, c'est les organisations fêtières, les organisations des professionnels. C'est elle, et je veux dire, la profession, elle est quasi libérale. Elle n'a pas de tutelle, elle a des partenaires. Les médias ne doivent pas attendre une tutelle de l'État. Non, les médias doivent s'auto-gérer. Et nous sommes allés aux États généraux de 2002. Je peux bien en parler, ce n'est peut-être pas le cadre, pour changer, pour ancrer cette donne dans la tête. Et les seuls chantiers que nous avons, que nous avions établis à l'époque, avec l'appui, je parlais du doyen Jérôme Carlos, ces seuls chantiers ont été déclinés dans une dynamique d'autoprise en charge et donc d'abandon par le gouvernement du ministère de la Communication et de tout transfert presque à la HAC. Et donc, déjà en 2002. Et donc rien de nouveau. Rien de nouveau. Moi je parle de rétrocéder. C'est que le chef de l'État a eu le courage de faire ce que très peu de ses prédécesseurs, en tout cas ce que personne n'a osé ou n'a pensé faire. Parce que il y a eu l'habitude d'avoir le ministère de la Communication. Bon, on crée le ministère de la Communication. Et le ministère de la Communication s'occupe de la HAC. Et de l'OATB, voilà. Des services. Oui, des services. L'OATB, l'ONIP, l'ABP, point. Et quelques directions techniques qui tournent. Mais les médias privés sont très peu impactés. Ils sont très peu parce qu'il n'y a rien à faire. Sauf s'il y a des situations, bon. Bon, pour la carte de presse, on se réfère à la HAC. Oui, encore que la loi organique l'avait d'abord envoyé. Le ministère de la Communication délivre les cartes de presse sur la base d'un rapport technique présenté par la HAC. Voilà le problème. Et il y avait eu le débat sur est-ce que c'est le ministère qui doit signer la carte de presse. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas son rôle. La carte de presse, non. À partir du moment où il y a une institution républicaine comme la HAC, le ministère n'a pas à le faire. Mais la loi organique de 92, on peut en reparler également, les conditions où cette loi a été rédigée, où le professeur Outondi, très grand défenseur des libertés, mais une fois ministre, a pensé que tout était du domaine de l'État. Tout ça, la loi organique de 92, si on doit raconter son histoire, elle porte aussi les germes de la situation d'aujourd'hui. Parce que, une fois sorti de la conférence, certains ont oublié les grandes rhétoriques dont il était porteur avant cette conférence nationale, mais on peut y revenir également. Donc, comme je vous l'ai dit, le ministère n'avait pas à signer la carte de presse. Le ministère a trop de choses à faire. Donc, en enlevant le ministère, même s'il y a des rattachements faits, le chef d'État a fait un grand pas en avant. C'est vrai, je vous ai dit, c'est une révolution dans la profession. Et le silence est curieux. Le silence, il est insolite, il est curieux. Mais il est également témoin de la tétanisation dans laquelle ça nous a plongé. Ça montre qu'on a fait, que les médias ne se... On est assis douillet, on a une tutelle, on a le fonds est là, l'argent est là, la HAC n'a pas débloqué l'argent, l'ODEM attend l'argent, les CNP attendent l'argent, l'UPMB attend l'argent, tout le monde attend l'argent, le fonds d'aide, l'aide de l'État, et puis c'est la loi qui l'a dit, et c'est fini. Non. Il faut se lever. Hein, comme la négraille antique. Il a tendument debout, comme dirait l'autre.
On a eu droit quand même. Se lever. Avant cette sortie du chef de l'État, on a eu droit quand même à une table ronde du CNP à Bénin. Oui, c'est déjà une certaine prise de conscience de la situation. Mais une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et non seulement ça, je pense que le CNPA, malgré la volonté du président Rodonu, je dois saluer son volontarisme sur le sujet. Après, l'approche, à mon avis, pêche. Mais je ne vais pas l'étaler ici. L'approche pêche. Parce que je veux parler de manière globale, je veux parler du CNPA. Je pense que de manière globale, les acteurs n'ont pas pris. Parce que la table ronde a eu lieu avant l'intervention du chef de l'État. Mais après l'intervention, il doit y avoir, désormais là, nous parlerons d'un avant et de l'après l'intervention. L'intervention du chef d'État, le fait, la formation du gouvernement et l'explication donnée par le président de la République change la donne au niveau de la médias. Il y a une autoprise en charge. Si on ne se prend pas en charge, on sera pris dans un étau dans lequel personne ne se retrouverait. En tout cas, la dynamique va broyer tout le monde et créer une nouvelle dynamique. J'avais annoncé que... Je dis, la dynamique va broyer tout le monde et créer une nouvelle dynamique, si on ne se réveille pas tôt. Oui, Agapine Napoléon Mafaroukan, ce réveil que vous demandez, on a écouté quelques acteurs de ces organes-là, de ces organisations, mais qui ont dit, nous ne comprenons pas vraiment, parce que vous savez qu'on a organisé des émissions ici, dans ce cadre, mais nous ne comprenons pas justement ce qu'énonce le chef de l'État. Ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, quoi faire? Très bien. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas être tétanisé et vouloir qu'on vous prenne au sérieux. Les médias, on a produit de la pensée. On a produit des réflexions. Il y a des personnes ressources encore qui vivent. Nous en sommes un. On ne demande pas l'argent. On demande d'être utile. Il y a plein d'anciens membres de la HAC dans la profession. Le doyen Noël Alagbada. Dès la prise de position du chef d'État, vous avez vu l'amicale des retraités de la presse écrite. Ils se sont portés vers la HAC. C'est des aînés. Ils ont compris qu'il y a une nouvelle donne. Et que la HAC a besoin de technicité. La HAC a besoin de personnes ressources. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous l'attendez du chef de l'État? La profession doit s'auto-prise en charge. En attendant, moi j'ai dit devant un parterre de cadres de la profession, organisé, c'est une branche technique du patronat, le PADEM, pour ne pas la citer, autour du président Basile Chibozo, ce week-end, où j'ai dit, mais j'ai trouvé bizarre qu'à l'avènement du président Talon, quand les contrats ont été suspendus, que les gens commencent pas à crier, se plaindre, se lamenter qu'on ait supprimé les contrats, que la liberté de presse soit en danger. Mais les contrats ne font pas partie de... nul n'est obligé de signer un contrat avec quiconque. Le contrat, un média, un organe de presse ne se crée pas en loyant les contrats. Et on doit analyser le marché, d'où la question de savoir quel est le modèle économique. Est-ce que le Bénin a besoin de 150 journaux? Est-ce que ces 150 journaux-là valent le nom de journal? Combien de personnel ils emploient? À combien ils sont payés? Quel est leur statut? Quel est l'avenir? Quel est le marché? Quelle est la finalité? C'est ça les grandes réflexions. Surtout, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'avènement des médias sociaux? Donc, non, laissons les médias sociaux d'abord, ça c'est un autre problème. Les médias sociaux sont des médias, ça c'est le public. C'est le public, c'est pas encore, on n'est pas encore dans la... Moi je suis dans la profession des médias. Donc il faut classer, il faut classer. Il faut dire c'est où les médias? Qui fait quelqu'un s'appeler journaliste? Et qui est patron de presse? Et je dis, dans cet environnement-là, il faut qu'on se réveille en se demandant, est-ce que nous sommes à jour? Est-ce que le gouvernement va signer un contrat avec 150 journaux? J'ai vu, quand il s'est agi de faire la campagne médiatique, la HAC a sélectionné des journaux. Ça a créé une polémique. Moi, je ne suis pas partisan de ces contrats, notamment de la HAC. Ça aurait pu être ouvert à tout le monde. Et chacun dit, je veux, je ne veux pas. Bon, mais la HAC a le choix. Elle a la latitude de choisir qui veut. On ne peut pas lui faire un procès. Après, on peut demander, mais quelles sont les conditions? Mais on ne peut pas lui dire, mais pourquoi on a pris celui-ci, on n'a pas pris celle. Et c'est ça qu'il faut créer, les dynamiques de collaboration. Je dis, si vous êtes partenaire et vous n'arrivez pas à actionner le partenariat, chacun va évoluer de son côté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est important qu'au lieu de se plaindre, qu'on se saisisse de sa proie, comme disait l'artiste, l'écrivain.
Donc, pour moi, 3 mois après, c'est désolant. C'est désolant de voir les médias encore tétanisés, les acteurs tétanisés, incapables donc de produire quelque chose, de se prendre, de tirer les conséquences qu'il faut tirer. Heureusement, ce week-end, comme je vous l'ai dit, avec Padem, on a commencé la réflexion. Moi, je voudrais que ça se poursuive. Que cette réflexion se poursuive au niveau de la A, comme je l'ai dit, au niveau des fêtières. Vous avez parlé du CNP, on n'a pas eu l'UPMB. Qui est aujourd'hui de l'UPMB? Vous êtes de l'UPMB? Vous avez une carte de presse? Vous payez vos cotisations? Vous êtes consulté sur les activités des médias? Voilà les grandes questions sur les médias d'aujourd'hui. Il faut qu'on revienne là. Les États généraux de 2002 ont eu vocation à créer des fêtières pour regrouper et faire en sorte que les problèmes soient mutualisés et résolus en termes de syndicats face au patronat. Il y a eu 2 conventions collectives. Est-ce que la dernière de 2017 est appliquée? C'est une grosse question. Est-ce qu'elle est appliquée? Si elle ne l'est pas, pourquoi? Quels sont les goulots? Comment les régler? C'est des questions à l'interne. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le chef de l'État. Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça à l'interne qui méritent d'être soulevés par les professionnels à l'interne. Il y a eu la table ronde, c'est vrai. Mais la table ronde, c'est au niveau du patronat, de la presse. Mais la table ronde est bien, mais après, cette conclusion doit faire l'objet d'autres réflexions. Est-ce que le PADEM, qui est la branche technique de CNPA Bénin, parle avec la branche technique de l'UPMB? Est-ce qu'il y en a? L'ODEM, quelle est sa situation d'aujourd'hui? L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, est-ce qu'il existe encore réellement? Lorsque certains se sont donnés à des actes de prévarication, est-ce que, quelles conséquences on en a tiré, par exemple? Et ainsi de suite. Il y a des grandes questions à se poser dans la profession. Est-ce que ces grandes questions, il faut les évoquer lors d'une énième fois en ce qui concerne les États généraux, Agapit Napoléon Fortin? Non, il ne me semble pas qu'on ait besoin encore d'États généraux. Il me semble qu'on a besoin déjà dans le cadre de concertation. À mon avis, il y a déjà les fêtières et il y a d'autres organisations qui existent autour des fêtières ou en dehors des fêtières, mais qui vivent quand même. Il faudrait que tout ça se parle. Il faut qu'il y ait une coordination. Et moi, je pense humblement qu'à défaut que les fêtières prennent l'initiative, je pense que des anciens, les cadres de la profession, comme nous, ceux qui ont été à des niveaux de responsabilité, peuvent faire ça, peuvent être sans avoir d'agenda privé, parce que lorsque vous commencez par prendre les devants, on a l'impression que vous avez un agenda privé, vous voulez être ci, vous voulez être ça, vous avez besoin de ça, non, on est suffisamment occupé, comme dirait l'autre, pour ne pas encore s'accrocher à autre chose. Une petite digression par ailleurs. Donc c'est juste pour faciliter la réflexion et faire en sorte que on puisse être prêt lorsque peut-être le chef de l'État voudrait rencontrer la profession ou lorsque on décidera peut-être d'une demande d'audience autour des fêtières, parce que dit pour le moment elles sont encore là. Il y a une réflexion à ouvrir autour de leur vie, autour de leur fonctionnement, mais pour le moment elles sont encore là. Ça doit juste jouer avec eux, mais plus désormais les laisser. Je pense qu'il faut les titiller, il faut les bousculer, il faut les obliger à sortir, à changer de mode de fonctionnement. Il faut regrouper autour d'eux. Il faut donc aller à l'initiative. Que tous ceux qui pensent ont des idées autour de la nouvelle donne que les médias doivent avoir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un cadre de réflexion pour aboutir quand même à déjà à un certain nombre de situations, de réflexions prospectives. Sinon, la RAC ne peut plus être comme elle est aujourd'hui. Elle n'a pas d'administration celle qui est là. Elle n'a jamais eu réellement. Quand elle dit d'administration, c'est pas pour injurier les rocades qui sont là-bas, je les respecte, je n'étais pas là. Mais combien sont-ils? Et avec quels moyens fonctionnent-ils? Ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas de moyens pour fonctionner. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le chef de l'État, dans son intervention, il a évoqué des moyens qui seront mis à disposition. Donc, la HAC doit être refondue. Est-ce qu'on a besoin de 9 conseillers pour faire de la régulation des médias aujourd'hui? À mon avis, on peut réduire 5 à 7 peut-être. 5 à mon avis. Mais densifier l'administration, réduire les régulateurs. Je ne sais pas, la France avec le CSA, je ne sais pas, c'est 5 ou 7, je ne sais pas. Mais il faut réduire et donner plus d'importance à l'administration. Un secrétaire général ou une direction générale
suffisamment Étoffé. et disposer de moyens pour vraiment travailler sur les médias d'aujourd'hui comme de demain. Regardez-moi, je me rappelle encore en 99, en évoquant les mutations dans les médias, déjà postulant à la présidence de l'Union des journaux de la presse privée du Bénin, ou en 2000, lorsque j'ai pris la tête de cette union, un doyen comme sur les Siaka me disait déjà, Agapit, vos réflexions doivent aller plus loin. Parce que vous accrochez aujourd'hui à la HAC. Qu'est-ce que la HAC fait? La HAC fait la régulation. Mais nous sommes déjà et très bientôt à l'heure de la dérégulation. Nous sommes déjà et bientôt à l'heure de la dérégulation. Il en parlait en 99, en 2000, ça fait 20 ans, sous les Siaka. Il est encore là. Et donc, cela conforte votre position de toujours auto-prise en charge. Il faut s'auto-prendre en charge et regarder plus loin. On doit travailler dans les perspectives. Les Siaka a présidé le bureau Afrique de Radio Nigeria ici. Dans les grandes réflexions, dans les grandes formations à l'international. Un grand consultant. Donc, nous devons aujourd'hui, nous aussi, de cette génération aujourd'hui, de la génération montée, qui décrit déjà, parce qu'il y a d'autres derrière nous, nous devons avoir de la pensée prospective et partager les visions de demain avec ceux qui sont les acteurs d'aujourd'hui sur le terrain. Moi, je ne suis plus journaliste. Je fais de la formation, je fais de la consultation, je fais de l'analyse. Mais je ne suis plus journaliste. Je ne suis plus journaliste. Je ne produis pas de l'information. Je commente, j'analyse, je fais de la communication. Donc, mais nous formons les journalistes. Nous formons des journalistes. Mais ce que nous formons, il faut les former à savoir analyser. Et aujourd'hui, nous pouvons faire de la perspective, de la réflexion, de la pensée. Et on le fait. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des champs disponibles pour en avoir besoin, pour lire, pour commander. Et je dis que ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de disponibilité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, consultant médias et communication par ailleurs, expert en gouvernance. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi votre décryptage, le décryptage de la semaine.